à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes jeudi matin, c'est un plaisir encore et toujours et l'émission de ce matin sera tout simplement merveilleuse. C'est tout ce que je peux vous dire. D'ores et déjà, on vous souhaite encore une fois la bienvenue et bien sûr, comme la famille est présente, toutes nos pensées les plus attristées vont vers ces victimes-là de l'attaque qui a eu lieu, qui malheureusement dénombre quelques décès et plusieurs blessés également. C'est très triste et nous espérons en tout cas que les familles éplorées seront trouver la force d'être consolées, mais aussi demander quand même à ce que nous puissions tous d'une manière ou d'une autre avoir encore la présence d'esprit de nous protéger les uns les autres. J'ai pensé à ça, c'est-à-dire que il est 23h, je ne sais pas où tu es. Et je ne me préoccupe pas du fait que tu sois rentré. Comment? Bon, toi tu vas à Sigusta, donc il n'y a pas de souci. Bonjour, vous deux, je ne vous parle pas d'ailleurs. Bonjour la famille. Toi et Semifa, je ne vous parle pas. Je ne parle qu'à mes garçons ce matin. Voilà. Bonjour mon bébé Félix. Bonjour. Ça va mon bébé? Qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc si hier tu étais moins beau. Ah ouais, t'es tellement beau aujourd'hui. Sérieux? Aujourd'hui, il ressemble à un étudiant de Harvard. Il ressemble à un étudiant de Harvard. Vous savez, Harvard à Sotobois. Tu n'en as pas. Voilà, toi tu ressembles à un ancien des hiéroglyphes. Il s'est perdu au Togo. Ouais. Parce qu'il devrait être en Égypte. La série Héros. Oui, Seigneur, hiéroglyphes. Elias. Ah, il y a glyphe à la fin. J'ai pas bien pigé le côté glyphe. Ah ben va. Quelle horreur. Hiéroglyphe. C'est quoi les hiéroglyphes? C'est quoi les hiéroglyphes? Un boulot. Ah non mais attendez, vous savez c'est pour des choses comme ça que j'arrive. Je refuse de répondre en fait. C'est une question qui me rabaisse. Ok, oui, tu as raison. Maintenant, ça te rappelle quoi? C'est ça, je bois un thé à ta santé. Ma santé, je suis pas malade moi. Alors, vous savez les hiéroglyphes. Voilà. Moi je trouve que c'est une notion très importante déjà. Oui, bien sûr. Qu'il faut continuer par apprendre à la génération à venir aussi. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que l'histoire n'est plus trop revisitée. Ça, c'est très vrai même. Donc, moi, j'encourage déjà les téléspectateurs à encourager les enfants en retour à plus de sérieux. On encourage à encourager? Oui, à plus de sérieux. Parce que Naïda, c'est les... Ne dis plus, vas-y. Maman, non. S'il y a une complicité entre Naïda et moi. Non, je te laisse cet honneur-là. Non. Moi, je suis fâché. Je suis fâché. Pourquoi tu es fâché comme ça sans raison? Alors, on va laisser Elias parce que ça sera vraiment pas la peine. Alors, Félix, comment tu vas? Très bien. Merci maman pour le compliment. De rien, mon bébé. Quel compliment? De rien, mon bébé. Bonjour à vous. Bonjour. Maman, ne suis-je pas beau aussi? J'ai dit que tu ressemblais à ceux qui pratiquaient les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, Alors voilà que ce soit. En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas écrire, mais on va plutôt discuter, on va partager des informations. Ok. C'est bon? Non, mais soyons concentrés sur Félix. Soyons concentrés sur Félix, les amis. Donc, Félix, vas-y, continue seulement. Voilà, on aura un débat en fin d'émission, on aura de très bons invités qui vont partager de belles choses avec nous, donc restez avec nous. Donc restez avec nous, c'est jeudi et ce sera une belle émission. Voilà, c'est jeudi, ce sera vraiment une très très belle émission. On vous espère en pleine forme, comme je le disais tout à l'heure. Et Semifa est très en forme, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, elle est très en forme. Très en forme. Oui. Ouais, c'est la cuillère express créée par Bachana. Oui, c'est la cuillère de Bachana. Non, mais elle a une forme bizarre, cuillère. Ouais, c'est une cuillère spéciale Bachana, la cuillère de la sagesse. C'est quoi? C'est la cuillère de la sagesse au fait. La cuillère de la sagesse. Donc pour être sage, il faut juste... Courber la cuillère. Trouver une bonne cuillère blanche. Si il fait ça, il ne s'en va pas. Déjà, c'est une courbure unique. Hein.
Tu veux qu'on parle de Hello? Regardez Naïda, elle est contre moi ce matin, Naïda. Ah non, mais je te soutiens. Mais à 100%, mais totalement. Si tu le dis. Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui c'est la joie, vous savez, on est content d'être en vie, donc buvons du thé, courbons les petites cuillères, Ça dépend du. aimons la vie et partageons l'amour en fait, bienvenue dans Nectar. Bon, ben alors c'est quoi un hologramme? Maman, tu connais moi. Au fait, Oui, Elias. En fait, quand il commence en même temps. non mais il y a Non, genre- Elias, c'est quelqu'un de très sage. En fait, quand on lui pose une question, Merci, il Naïda. prend le temps de réfléchir, Merci. de tourner sa langue dans sa bouche. Il y en a Ah bon? Tu peux comprendre. Ah, c'est si. En fait, Bon. Elias est le plus sage de ce plateau. Merci. Moi, je ne suis pas dans Bon, les. je n'ai pas mis dans- l'oncle Bachana dans la catégorie. Ah, d'accord. Je ne suis pas dans, vous savez, dans les, dans Ouais. la folie de grandeur, Ah bah non, dans des mots qu'on va chercher très loin. du Moi, je vais être terre à terre. À terre, couché par terre même. Je creuse, voilà, je creuse, je vais en bas. Creuse même sous terre. Pour permettre aux citoyens lambda, voilà, de Lambda, pouvoir- ouais. de pouvoir cerner la quintessence. Je suis très fière de toi. Voilà, Par contre, quintessence, c'est pas C'est pas bien. On y va. sinon, c'est ça. Ce que tu as dit, en fait, moi, je trouve que c'est ça. Hein. Bah, c'est ça. C'est ce que qu'elle tu a as dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, tu as demandé à ce qu'on puisse nous tous faire un exercice très simple, arriver à expliquer une notion. Cette notion, moi je pense que Une notion. Ah oui, Elias. C'est une notion, maman, c'est justement une notion, il a ouais, mais raison. enfin, moi je trouve que c'est important déjà ce que tu as dit là Ouais. pour l'évolution. Parce que vous savez, le 21e siècle, il y a des brother. choses. Il y a des choses. Hein, il y a des choses. Hors sujet. Ouais. Je suis pas au sujet. Ouais. avec les. Non, mais Elias comprend. C'est un grand ouais, zéro. La deuxième expression. Et c'était Hein, quoi? deuxième C'était- expression. C'était quoi? La première expression, je vous ai. Non, mais vous me suivez pas. Et moi, je te suis, désolé. je suis très concentrée. Voilà. Elias a raison. Il a toujours La raison. première expression, je vous ai parlé du passé. Du passé. Et là, pour la seconde expression, je vous parle Du présent. Il est très futuriste, C'est- Elias. Voilà, je suis futuriste, c'est-à-dire je suis dans le futur. Vous voyez Ah, mais mon frère, il Je est pense trop qu'il faut me suivre, intelligent. c'est important les amis. Bon, écoutez, Merci. on va se remettre de nos émotions avec Elias sur le plateau. Donc, avec la complicité de la réalisation, on va encore vous permettre d'avoir une très belle sonorité musicale et on se retrouve juste derrière. Oh patata. Tu m'as promis que je serais roi. Tu m'as dit d'avoir la foi, de n'avoir Dieu que pour toi, même si je ne vois que le noir. Je passe des nuits blanches à te demander pourquoi si, pourquoi ça. Ah, tu me réponds de ne pas m'inquiéter, car insondables sont tes voies. Tu ne fais que me guider sur le chemin. Je n'ai pas besoin de forcer le destin. Tant que je marche avec toi, je suis serein. Je persévère pour un meilleur lendemain. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Ik ben mega van la fauvéji. Tak ben na wo. Nou vantros ou ak be bolona. Mga kiko mek pone wo. Menya be lon ye ponano. Katata be wenye lon loin. Na de ke ma teble ma flomo. Ak be ma volek bo wo. Menya be odeka gwenye ma wugan. Kekeli be kekeli fia odifia. Menya ble mama ou to yo laga. Emano suba wo so ma voda. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata.
Je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi, et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. CZ Gang. Nya de la signe ma glonda au coconnier et nya do vion envoie gake allez si ole nam da fevede ni mate bon en wode o gale l'homme c'est sende play du blibo o gale film de long vivivo tipe ma hosebe qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et Jodinam, Béolé témoigner l'oloana. Et les compotés, les combis, attention totale, les sonas. Bonjour mon amour, midi mais je t'apporte quoi manger. Et sommet, après dîner, tête à tête, je suis comblé. Type ma hausse qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Oh bâtard. Oh patata. Tu m'as promis que je serais roi. Tu m'as dit d'avoir la foi,
de n'avoir Dieu que pour toi, même si je ne vois que le noir. Je passe des nuits blanches à te demander pourquoi si, pourquoi ça. Tu me réponds de ne pas m'inquiéter, car insondables sont tes voies. Tu ne fais que me guider sur le chemin. Je n'ai pas besoin de forcer le destin. Tant que je marche avec toi, je suis serein. Je persévère pour un meilleur lendemain. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Ik ben mega van la foveji, met tapen na wo. Nou vantros ou ak bebolona, mga kiko mek pone wo. Menya belon lon ye ponano, katata be wenye lon loin. Na deke ma teble ma flomo, ak be ma volek bo. Menya be odeka gwenye ma ugan, kekeli be kekeli fia odifia. Menya ble mama ou do yolaga, imano suba o so ma voda. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi, merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi, merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh mon Dieu, tu as fait de moi un roi, de moi un roi, de moi un roi. Oh patata. Voilà, donc on vous a fait un petit concert à Lord Carlos ce matin, histoire de bien vous mettre, et on espère que vous avez vraiment apprécié. Lord Carlos qui est quand même l'une des plus belles voix, l'un des artistes les plus talentueux du Togo. Franchement, il faut le reconnaître. Il bosse beaucoup aussi, c'est vrai, et c'est juste un kiff total qu'on vous offre. On espère que vous avez apprécié. Nous avons nos premiers invités avec nous sur le plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, vous représentez l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Hein. Avant même que vous ne vous présentiez, je sais que dans l'exercice peut-être de vos fonctions, vous avez déjà eu à rencontrer plusieurs personnes malades, donc vous n'êtes pas choqués par tout ce que vous avez eu à voir, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout. Rassurez-moi, micro, je vous entends. Pas du tout. Pas du tout. Ça va? Oui. Pas de traumatisme? Non, vous pouvez dire la vérité. Hein. Je sais que... Non, avec le contact au Corona, Elias, c'est un peu bizarre souvent. Nous sommes blasés. Le fait de revoir les mêmes choses toutes les fois, et nous sommes blasés. Vous êtes blasés. Oui. Donc ça veut dire qu'au côté psychiatrique, il y a beaucoup de personnes qui se comportent un peu comme Elias? Non, non, pas du tout. Bon. Si vous êtes blasé? Non. Non, mais...
ce que le conseil général, c'est que le fait de voir plusieurs cas de maladie font que bon, son attitude n'est pas très loin. Bon, c'est juste non, mais. Non, juste pour le taquiner. C'est juste pour le taquiner. Histoire de dire que si nous avons des patients en forme qui sont capables de danser et puis de donner de l'humour à ses camarades, et nous serons très ravis. Voilà, c'est ça. Bien, il faut que tu deviennes. Non, mais moi, je retiens blasé. Tu retiens blasé. Hein. Ouais. Voilà. Hologramme. Parce qu'il faut un blazer. Maman, continue. Présentation, s'il Je vous crois plaît. que son cas, il voulait voir. Présentation. Bon, merci. Moi, je me nomme Até Safiou. Je suis infirmier d'état de formation spécialisé en gestion des projets et je suis le secrétaire général national des infirmiers du Togo. D'accord. J'exerce au programme tuberculose. Merci. Waouh, ça là. Moi, c'est docteur Combaté, initialement infirmier diplômé d'État et docteur en sociologie de la santé, membre de l'association ANIT. Alors, avec vous, on va parler de... Comment je vais dire, on va s'intéresser déjà à la GLI, c'est ça? C'est la GII, Journée internationale des infirmières. Journée internationale, c'est infirmière ou infirmier? Oui, c'est infirmière. Pourquoi? Je peux vous expliquer un peu. La profession à la base, elle est féminine. Et même notre pionnière Florence Nightingale, c'est une dame. Si vous comparez par rapport à l'Occident, c'est sûr, dans nos pays africains, vous allez voir, dans nos écoles, nous avons plus d'hommes. Sinon, en Europe, un peu partout, c'est la femme, la profession à la base. Elle est pour ça, nous, oui. on ne savait pas. Hein? Donc, du coup, sur la connotation internationale, la Journée internationale de l'infirmière. De l'infirmière. Oui. Dis donc, les hommes, nos infirmiers, vous allez chercher quoi? Parce que nous, ici, là, on a beaucoup d'infirmiers. Hein? Et il faut reconnaître aussi que peut-être, bon, j'en sais rien, ils abattent un très 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 bon boulot quand même, hein, ça il faut le reconnaître. Mais nous allons revenir là-dessus. Alors justement, on va parler du thème de la journée internationale et essayer de comprendre le choix de ce thème-là. Donc on sait que le thème c'est investir dans les soins infirmiers et respecter le droit pour garantir la santé mondiale. On va parler de ce thème et vous nous direz aussi le pourquoi du choix de ce thème-là. Bon, merci beaucoup, merci madame pour l'opportunité. Tout d'abord, le grand thème mondial, on parle d'une profession infirmière, une choix, donc une voie faite pour diriger. Et là, le sous-thème par rapport à investir. Pourquoi investir dans nos pays aujourd'hui? Nous devons investir sur le plan de la santé. La santé n'a pas de prix. La santé, lorsque nous prenons toutes les institutions, lorsque nous prenons toute organisation, c'est qu'il faut la santé. Donc il faut investir au niveau des ressources humaines, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la promotion. Parce que je suis infirmier. Moi, par exemple, je suis sorti en 2007 à l'ENAM Lomé. Wow. Et du coup, il faut investir. Cela veut dire que quoi? L'État investit par rapport au recyclage. Sinon, mes amis, depuis 2007, la science a évolué. La profession infirmière a évolué. Personne ne se doutait qu'il y aurait le corona, par exemple. D'accord. Alors, vous le dites, donc, vous parlez d'investissement et il faut du recyclage, il faut plusieurs choses qui se fassent. Et comment se présente le système sanitaire au Togo? On va s'intéresser au Togo puisque nous sommes au Togo. Comment se présente le système sanitaire au Togo? Et puis, quelle est la place de l'infirmier, de l'accoucheuse? Est-ce qu'on les met aussi dans les infirmiers, les sages-femmes, les accoucheuses? Est-ce qu'on les met dans les infirmières? Non. Avant, peut-être que mon collègue ne peut ne répondre à votre question. L'ANIT, Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, regroupe les infirmiers et les accoucheuses. Okay. Il faudrait qu'on définisse ça clairement. Les ENAM, c'est par rapport à la science infirmière. Okay. C'est une science paramédicale. Et lorsque nous prenons de l'ENAS, École nationale des aides sanitaires de Sokodé, qui forment les infirmiers auxiliaires et les accoucheuses auxiliaires, c'est quoi? C'est les soins infirmiers. Okay. Mais les accoucheuses sont du domaine de la maternité qui assistent la sage-femme. Donc du coup, au niveau du pays,
l'association des sages-femmes, c'est Asafito. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est ANIT. Nous sommes là, les infirmiers et accoucheuses. D'accord. Eh bien, justement, on va parler de la place de ces infirmiers-là dans le système sanitaire du Togo. Docteur Combaté. Merci. Le Togo, comme la majorité des pays africains, a adopté le système pyramidal. Et dans ce système, nous avons 3 niveaux, notamment le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique. Le niveau central est organisé avec le cabinet du ministre, le secrétariat général, les directions, les grands services spécialisés. Et au niveau intermédiaire, nous avons les directions régionales, les centres hospitaliers régionaux. Et au niveau intermédiaire, nous avons les hôpitaux de district, les CMS et les unités de soins périphériques qu'on retrouve généralement dans les milieux ruraux. Alors, pour parler de la place de l'infirmier, l'infirmier joue un rôle important à ces 3 niveaux. Alors, le rôle se définit à 2 niveaux, notamment au niveau technique et au niveau administratif. Le niveau technique consiste à l'octroi des soins aux patients. Et le niveau, la question d'organisation administrative, l'infirmier joue le rôle de surveillant de service et de chef de service à certains niveaux, notamment au niveau des unités de soins périphériques. C'est l'infirmier qui est qu'on appelle infirmier chef de poste, qui a lutté pour devenir comment on l'appelle, responsable de formation sanitaire. Oui, les responsables de formation sanitaire, RFS. Donc, ce sont les 2 principaux rôles que jouent les infirmiers à ces niveaux. D'accord. Ben, on en parle. Comment vous avez parlé de l'ENAM tout à l'heure. Comment on fait pour devenir infirmier ou infirmière? Bon, je ne sais plus s'il faut dire infirmière ou infirmier. Chez nous, c'est que dans ma tête, j'ai cet infirmier-là qui soulève les gens. J'ai son visage là du coup, mais on parle d'infirmière en fait. Et donc quand moi je pense à une femme infirmière, je pense à sage-femme ou plutôt accoucheuse. Mais comme vous le dites, c'est quand même 2 appellations différentes. Comment on fait pour devenir infirmier? Et je vais rajouter une question, parce que lorsque nous allons dans nos localités très très reculées, nous considérons les infirmiers comme les médecins déjà, la plupart du temps. Donc, je voudrais que vous leviez un peu le voile sur cet amalgame-là, si c'est possible. Ok. Et pour parler de l'entrée, comment devient-on infirmier au Togo? Au fait, il n'y a qu'une seule voie pour devenir infirmier au Togo. Il faut d'abord passer le concours d'entrée organisé par le ministère de la Santé pour entrer à l'école nationale des auxiliaires médicaux. Aujourd'hui, c'est bien réparti sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, après ce concours, vous avez une formation de 3 ans que vous allez effectuer au niveau de l'école et au niveau des services hospitaliers. Notamment, vous faites d'abord la pratique, la théorie au niveau de l'école. Et ensuite, vous complétez la formation théorique par des formations pratiques au niveau hospitalier. Et donc, il n'y a que par cette voie qu'on devient infirmier d'État au Togo. Il n'y a pas 2 façons de devenir infirmier. Bon, merci pour ajouter par rapport à cela. Ce qu'il faut retenir, aujourd'hui nous avons le côté public et le côté privé par rapport à la formation. Et si nous prenons l'unique école que nous reconnaissons aujourd'hui au niveau de l'IADSS, qui a Djolé, ça c'est sur étude de dossier et interview. Et qu'on rentre, donc c'est le niveau bac. La même façon, au niveau du public, comme je viens de le dire, c'est sur concours. ENAS, là c'est niveau BPC, donc plus 3 ans, donc c'est le niveau bac, c'est comme ça. C'est là il faudrait que nos téléspectateurs nous écoutent. On ne devient pas infirmier par la formation sur l'État. Ce n'est pas la mécanique. Ça revient à ma question, parce qu'on connaît beaucoup qui sont infirmiers dans des cabinets, excusez-moi, d'autres infirmiers, et qui apprennent et qui font des prescriptions, ils font tout quoi. Effectivement, on doit répondre aussi à la deuxième question, mais en attendant d'y en arriver, pour moi, ce ne sont pas des infirmiers. Moi, je suis infirmier, je ne suis pas docteur. Pour devenir docteur, il faut aller à la faculté des sciences de la santé à l'université. On a l'université de Lomé et l'université de Kara. Du coup, même si un jour je ferai une thèse, je ne suis pas docteur, médecin. Je ne suis pas médecin. D'accord? Il faudrait que ça soit clair. De la même façon, pour devenir infirmier ou accoucheuse, c'est après une formation.
dans une institution reconnue par l'État. En son article 616, c'est bien défini du Code de la santé publique. Donc ceux qui sont là dans les cabinets, surtout entre guillemets, privés, quand je dis privé, je mesure aussi les mots, ce n'est pas les privés comme l'excellence de Biassa, de Hôtel Delhi, de Saint-Jean, non. C'est que les autres, qui sont un peu au coin de la rue, là, dès que effectivement, à gauche, chez Cocoton, les gens qui ont des associations ou bien des ONG qui, au sein de leur organisation, il y a un infirmier ou bien il y a un médecin qui se disait, qui forme là. Moi, j'ai été enseignant à l'ENAM Lomé, mais malgré ce que je connais, la petite connaissance, je ne peux pas former un infirmier moi seul. Du coup, ce qui se fait, c'est la formation sur l'État. C'est un agent formé sur l'État. Et aujourd'hui, en 2022, ça ne doit plus exister au Togo. Parce que, bravo à l'État, parce qu'on a ouvert des écoles un peu partout. Mais il faudrait qu'on informe nos parents qu'on devient infirmier suite à une formation. C'est ça. Maintenant, je vais m'arrêter là par rapport à votre question que le rôle, c'est ça. Ok. Alors l'autre question, c'était justement le fait qu'on avait dans nos lieux reculés, les infirmiers portent la casquette de médecin, totalement. Alors au niveau périphérique, on a tendance à assimiler l'infirmier comme étant médecin. Bon, c'est une extrapolation parce que l'infirmier à ce niveau joue plusieurs rôles. C'est lui qui, normalement, qui devait s'orienter à consulter, à faire certains soins sous prescription médicale, qui se retrouve à faire à lui seul la consultation et en même temps l'administration de soins. Parce qu'en milieu périphérique, nous n'avons pas de médecins qui doivent consulter et donc ils deviennent par ricochet entre griffes des médecins que nous retrouvons au niveau périphérique. Mais pour rappeler, ils ne sont pas des médecins au niveau périphérique. C'est juste une extrapolation pour dire qu'ils sont médecins. Non, ils ne jouent pas le rôle de médecin. Pour être médecin, il faut être formé dans la faculté de médecine et exercer en tant que médecin. D'accord. Donc là, moi, je vais poser la question de savoir quelles sont les limites à ne pas franchir par un infirmier. Alors, l'organisation du système de santé montre, lorsque j'ai parlé du système pyramidal, il y a des systèmes de référence. Lorsque vous êtes au niveau périphérique, il y a certains soins que vous n'êtes pas habilité à faire ou certaines consultations que vous n'êtes pas habilité à faire. Et l'organigramme propose ou met en exergue des pathologies. Lorsque vous les avez, vous faites les premiers soins si nécessaire et puis vous référez au niveau supérieur pour que les responsables qui sont au niveau supérieur puissent prendre en charge efficacement le malade. Au-delà de ça, si vous tentez ou bien vous vous forcez à jouer le rôle de médecin en prenant en charge des cas qui ne sont pas de votre responsabilité, vous allez assumer les conséquences. Bon, merci. Ce qu'il faut ajouter, c'est que en fonction de ces rôles-là, lorsque nous prenons le curriculum de formation des infirmiers, nous avons 3 rôles. Le rôle propre à l'infirmier. Quand vous arrivez au CH, par exemple, on n'a pas besoin d'un médecin pour venir instruire un infirmier d'aller faire le lit du malade, de changer la position. Donc nous avons notre rôle propre. Nous pouvons prescrire en matière de soins infirmiers, faire la prescription. Le même infirmier qui est au CHU-SO par exemple, un infirmier au CHU ne consulte pas. Le médecin qui est là, nous sommes d'accord. Oui. Un médecin au CHR ne consulte pas. Les médecins, c'est leur rôle. Nous sommes là pour l'administration. Au-delà du rôle propre à nous, on va faire quoi? Administration de soins, il y a les rôles délégués. Mais maintenant, le même infirmier qui est au CHU aujourd'hui, qui ne le fait pas, on l'affecte pour amener par exemple à l'USP Colocopie par exemple. Il arrive là-bas, il fait quoi? Au-delà de son rôle propre, il joue le rôle délégué, il doit prescrire, il doit faire tout, mais à la limite de ses compétences. Et ce n'est pour rien que à la tête de nos districts, c'est-à-dire quand vous prenez les préfectures, côté santé, le directeur préfectoral, c'est un médecin. Donc s'il y a quelque chose on refait. Donc chacun a son rôle. S'il y a un infirmier en périphérique qui se fait docteur, dans tous les cas, ça fait leur problème. Dans tous les cas, ils ne sont jamais docteurs, ils ne le seront pas aussi. C'est 2 sciences différentes. Okay. La science médicale et la science paramédicale.
Certains, oui. Moi, je me dis, qu'est-ce que l'association fait quand même par rapport à ces cas? Parce qu'on ne peut pas dire que ça fait leur problème. Mais parce que c'est la santé des gens qui sont les mecs comme ça. Hein, merci beaucoup. Vous savez, l'association, ce qui met l'association se place, c'est la loi 1901. Nous sommes d'accord. Les associations ont de limites. Je vous assure, nous ne pouvons pas étaler tout parce que, en tant que le secrétaire général national, chaque jour qui passe, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques par rapport, surtout dans Grand Lomé. Ah, je suis enseignant, je suis allé ici, on a fait des choses. Et quand on fouille, c'est informé sur l'État. Nous sommes d'accord. Quand on fouille, ce sont informés sur l'État. L'association, qu'est-ce que fait? Nous-mêmes, je vous le dis, la dernière fois, au niveau de... avec Frontière, avec Frontière AV, on a identifié sur la plateforme, au niveau des réseaux sociaux, un monsieur qui a mis, par exemple, stéto au cou, qui se dit qu'il est docteur. D'accord? Il est docteur. Oui, il est docteur. Nous avons fait ce que nous devons faire. On l'a appelé. Et au sein de l'association, nous avons le conseil des sages. Nous avons docteur Sanwougou qui est moniteur. Nous avons Madame Kouleté, notre maman, qui nous a formés. On l'a appelé. Et devant nous, ce qui a été fait, c'est lui-même qui sait. Mais puisque nous avons notre limite, nous faisons certaines choses, mais à la limite, parce que l'association a ses normes, a ses limites. Nous ne pouvons pas convoquer quelque part. Nous sommes là pour les plaidoyer. On peut découvrir peut-être qu'il y a des malversations quelque part, on soumet à l'autorité, même les former sur l'État. Les gens se plaignent à notre niveau. Nous avons fait les recensements, nous avons trouvé, mais on remet ça à l'autorité. L'unique chose qui pouvait agir, c'est quoi? C'est l'ordre. Comme au niveau de l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, il peut taper sur la table. Et l'ordre aussi, c'est une institution étatique, hein. Donc c'est ça. Mais l'association a des limites. Alors vous parlez justement du thème de cette année, vous parliez d'amélioration, pardon. Quelles sont vos attentes par rapport au statut des infirmiers et des accoucheuses? Alors les attentes sont énormes. C'est vrai que l'État a fait beaucoup de choses, notamment en matière de formation. Mais il reste encore beaucoup à faire. Si on prend le cas de la formation, nous avons besoin des formations continues parce qu'un infirmier qui sort aujourd'hui, et après 10 ans, comme il venait de le dire, il y a beaucoup de connaissances qui sont émoussées parce que la science évolue. Il faudrait des recyclages et des formations continues. Et donc, nous avons besoin de ces genres de formations pour pouvoir améliorer la qualité des soins que nous offrons à la population. Encore, et l'autre chose, c'est que nous avons besoin d'avoir des équipements, parce que vous vous rendez compte qu'au milieu hospitalier, lorsque vous êtes confronté à certains cas, vous avez besoin des équipements, du matériel nécessaire et adéquat pour pouvoir apporter des soins de qualité à la population. Donc nous avons besoin également de ces soins-là et comme il venait de le dire, aller vers l'ordre afin d'avoir des mesures coercitives et de réorganiser la profession afin que la profession ne soit pas décriée. Parce que lorsqu'on parle de milieu hospitalier, étant donné que les infirmiers sont au premier plan, tout ce que la population, la première personne à qui on jette la pierre, c'est l'infirmier. Et on a tendance maintenant à assimiler tout l'hôpital comme si c'était seulement les infirmiers, alors qu'il y a beaucoup d'autres professionnels de santé qui exercent. Et donc, lorsqu'il y a un petit truc à l'hôpital, c'est sûr, le discrédit est jeté sur l'infirmier. Et donc, l'ordre devrait permettre ici à améliorer ces genres de manquements. Bon, merci. En ce sens aussi, quand on parle de personnel qualifié, notre personnel qualifié, il y en a aussi déjà par rapport aux écoles. Mais sans vous mentir, dans un pays comme le nôtre, quand on va au Bénin ou tout, l'État forme et pour le public que le privé. L'État forme, c'est pour l'utilisation dans le secteur public comme privé. Mais notre attente, c'est que le ministère de la Santé fasse mieux pour que ceux qui sortent de ces écoles de formation soient utilisés pour les deux institutions, le public et le privé. Et là, parce que nous, au niveau de l'association, en faisant les statistiques, si on les utilise ainsi, je vous assure, il y aura pénurie. Hein. C'est du fait qu'on utilise les gens formés sur l'État, qui n'ont pas même de compétences, qui n'ont pas de notions. Donc notre attente, c'est à ce niveau-là.
Et il faudrait que ça soit clair là-dessus. Notre attente encore, comme il vient de le dire, c'est mon doyen. Vous savez, on dit qu'on vend ces seringues-là, c'est l'infirmier. Mais aujourd'hui, je me rappelle, quand moi je faisais stage au CHU, on identifiait l'infirmier à travers son badge et la blouse. Il faudrait que ça revienne au sein du système. Au sein du système. Quand tu vois un professeur, tu le reconnais. On ne doit pas s'habiller n'importe. On arrive au CHU, on ne reconnaît pas une garde malade d'un infirmier. Du coup, si je porte badge, le patient qui est devant moi sait qui est en train de l'administrer les soins. Il sait qu'il a anarqué, qui a appris quoi chez lui, même s'il est en Amérique, il voit tout ça là et la blouse, nous sommes d'accord. On porte des jaquettes, tout ça là, bon, on ne dit rien, non? C'est là que notre attente, il faudrait que nous soyons dans les normes. Et là, on pourra nous identifier. Infirmier, médecin et quoi à travers les bas, tout ça là. Et maintenant, comme on le dit, il y a il y a des choses de façon pour que nous ayons la force. Ce sont des plaidoyers à l'autorité de voir. Il faudrait, parce qu'il y en a, nous sommes en train d'aider l'autorité, mais il faudrait qu'ils nous aident aussi, parce que nous sommes complémentaires. Oui, parce que sans vous mentir, le Togo est bien vu en matière de soins infirmiers ailleurs. Oui. La Côte d'Ivoire nous appelle, si on ouvre notre mail aujourd'hui par rapport même au site web de l'ANIT, les gens nous appellent comment est-ce que vous faites ça marche. Mais eux, ils viennent d'avoir leur ordre, Dieu merci. Je suis sûr que le ministère de la Santé est à l'écoute et que les institutions sont à l'écoute. C'est pour le bien de nos populations. Ce n'est pas pour moi ni pour le président ni pour le bien, pour que nous ayons peut-être l'ordre pour organiser mieux les choses. Alors, Naïda, tu voulais... Oui, j'ai une question. On a deux grands infirmiers ici sur le plateau. Souvent, je ne vais pas dire tout le temps, il arrive qu'on aille à l'hôpital et qu'on soit très mal reçu quand même par les infirmiers. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont submergés, mais même l'accueil... Je me rappelle d'un cas où on a été obligé de repartir de l'hôpital pour aller dans une clinique, tellement l'accueil était mauvais. C'était comme si on les embêtait alors qu'on était dans une urgence. Qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi on a des infirmiers? En tout cas, dans plein de cas, j'ai été témoin de ça, qui sont... D'accord. Donc, tout de suite, là, je venais de dire que tous les problèmes qu'on retrouve au niveau hospitalier, on jette le discrédit sur l'infirmier. Je ne sais pas qui vous avez reçu, mais il n'y a pas que les infirmiers qui sont à l'hôpital. Il y a plein d'autres acteurs qui sont là. Mais maintenant, par rapport à l'accueil, c'est vrai que l'accueil laisse à désirer dans beaucoup de structures sanitaires. Et pour cela, pour plusieurs causes. Parce que lorsque vous avez un seul infirmier pour 10 à 18 malades, lorsque vous avez un infirmier pour 18 malades, lorsque vous avez la pression du travail et qu'il y a encore d'autres malades qui viennent et que vous êtes épuisé, il arrive à certains débordements où parfois des écarts de langage arrivent à sortir au niveau de ces acteurs et qui laissent un peu à désirer. Mais le travail est en train d'être fait pour pouvoir corriger ces genres de situations. Par rapport à votre question, nous reconnaissons qu'il y a des manquements. Même ceux qui sortent des écoles de formation, comme on le dit, les doigts, il y en a qui sont venus par vocation, il y en a aussi qui sont venus ils ont leur intérêt. Mais nous faisons des efforts en ce sens-là. Comme on vient de le dire, il y a le manque de personnel. Tu arrives dans un service, comme il vient de le dire, il devait être 2 ou bien 3. Donc tu vois, c'est l'unique personne qui est en train de le faire. Mais cependant, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas parce que je suis seul et si quelqu'un vient, je ne dois pas l'accueillir. Quand on parle de l'accueil, c'est profond. Ah, soyez les bienvenus. Comment donc, m'excuser. Je prends toujours l'exemple là. Puisque j'ai été infirmier responsable de poste avant de venir à Lomé, je prends toujours l'exemple là. Je suis dans ma formation sanitaire, il y a les gens sur le banc, ils attendent. Et le chef canton arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous assure. Je sors à bonjour les parents, veuillez m'excuser, je vais prendre l'autorité d'abord. Parce que c'est l'autorité du milieu. Mais si par exemple je recevais le chef et je me tais, d'accord, je me tais, je ne dis rien. C'est un exemple que je dis. Je me tais. Qu'est-ce qu'ils diront? C'est parce que, deuxième élément, je suis en consultation, on prend un enfant, on court rapidement. Un enfant peut-être de 6 mois, je parle de périphérie, et je me tais.
même si je suis seul, je dois envoyer quelqu'un dire aux gens, nous sommes d'accord, ce cas-là, si même c'est un adulte, parce qu'il y a des urgences dans l'urgence, il faudrait expliquer toujours aux patients ce qu'on est en train de faire. Ah, pardon, je suis seul, mais pour consulter ce sujet-là, ça va prendre un peu de temps, veuillez patienter. À chaque fois que tu ressors, tu leur dis, c'est comme ça. Sinon, ou bien, même si je suis fatigué, tu viens à l'hôpital, ah, bonjour monsieur, ah, où se trouve le service de cardiologie? Tu ne sais pas. C'est moi qui t'ai envoyé. Ça ne se dit pas. Non, je comprends, c'est des termes comme ça. Mais malheureusement, comme on le dit, quand tu arrives au CH ou bien dans une formation sanitaire, tu ne sais pas qui te reçoit. Parce qu'il est en blanc, non? Toi, tu vas dire docteur, ou bien celui-là même peut-être c'est une garde malade, ou bien c'est un infirmier, ou bien même c'est un médecin, tu ne sais pas. Donc, nous le reconnaissons, il y a des manquements que nous sommes en train de corriger. Et nous devons corriger pour le bien de la population. Mais il faudrait aussi que l'autorité nous aide par rapport au manque du personnel et certaines choses pour que nous puissions mieux faire. Alors, Semifa, oui. J'ai une toute dernière question. Parce que quand on rentre dans un hôpital, moi la question c'est, quand on rentre dans un hôpital, quelle est la chronologie en fait, de qui est en tête, qui suit, l'infirmier se pose où? Là, donc je rajoute parce que tu vas dans le même sens que moi. Moi je suis une personne lambda et j'emmène un malade. Donc quand je viens, je n'ai pas la latitude de savoir, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes... Même là déjà, je suis un peu perdue depuis que vous dites garde malade et infirmier. Parce que nous, on ne connaît que deux termes, médecin et infirmier. À moins que ça soit vraiment dans certains endroits où on sait que quand tu vas au pavillon militaire, il y a professeur tant, ou bien quand c'est vraiment tant, il y a tel professeur. C'est-à-dire, voilà, donc nous on sait que on voit les femmes, voilà, on sait que ce sont les accoucheuses ou bien ainsi de suite, ou infirmières. On sait qu'il y a un médecin, un docteur. Pour la personne lambda, c'est ça. Comme elle le dit, on arrive à l'hôpital et forcément, nous on voit quelqu'un, on est au centre hospitalier, on voit quelqu'un qui est dans un uniforme. Tant que la personne est en uniforme, c'est que la personne travaille dans ce centre hospitalier. Donc nous on se tourne vers la personne pour dire, voilà, j'ai tel souci, j'ai tel problème. La personne, elle vous conduit soit bien, soit mal. Nous, en tant que personnes lambda qui venons pour bénéficier de ces services-là, qui sont mal reçus, nous ne pouvons pas... Comment est-ce que nous pouvons différencier? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est le docteur Combaté qui m'a mal reçu? C'est le garde malade qui m'a en fait tellement mal reçu que je suis tellement énervée que je ne veux même plus aller dans ce centre hospitalier-là, alors que ça n'avait rien à voir avec un infirmier ou un médecin. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à la population? Parce que c'est lorsque nous savons, quand tu arrives même déjà et que tu vois, tu dis tournons-nous vers lui, on dit non, lui c'est un garde malade, cherchons un infirmier. Parce que nous on ne sait pas en fait. Allez, merci. C'est un grand manquement dans les structures sanitaires publiques parce que, comme le collègue, le SG de l'ANIT venait de le dire, normalement, lorsque vous rentrez dans un hôpital, vous avez des tenues qui doivent vous permettre, avec les badges, d'identifier qui est en face de vous. C'est-à-dire que le garde malade, qui normalement qui devait juste faire certains travaux juste de base en milieu hospitalier, se retrouve à porter des tenues qui ressemblent aux tenues de médecins ou bien aux tenues des infirmiers. Et les couleurs également. Aujourd'hui, puisque les gens profitent au fait de la défaillance un peu de l'État pour pouvoir semer de n'importe quoi en milieu hospitalier. Et comme beaucoup de personnes veulent le titre de docteur, d'infirmier, donc en l'absence de contrôle, ils se permettent de porter tout ce qu'ils veulent. Normalement, il y a des couleurs qui permettent d'identifier, que vous soyez au bloc, que vous soyez à la maternité, ou bien que vous soyez en chirurgie, ou bien en médecine générale, on doit pouvoir vous identifier. Et en plus de cela, on doit mettre des badges qui doivent permettre de savoir la personne qui est en face. Mais tout ça, ce n'est pas fait parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, si bien qu'on laisse ça pour compte. Okay. Mais le patient qui est en face peut demander, parce que lorsque vous demandez à la personne, est-ce que vous pouvez... Non, vous pouvez demander. En fait, les gens ne connaissent pas.
Les gens ne savent, les malades ont des droits. Parce que vous avez, les malades ont des droits. Vous avez besoin de savoir qui est en face de vous et quels soins la personne est en train de vous administrer. Lorsque vous laissez tout le monde vous donner ces genres de soins, c'est-à-dire, bon, vous allez comme ça et puis vous mettez ça sous le dos de tout le monde. Alors, et donc c'est ce manquement-là qu'on devait faire pour pouvoir permettre d'identifier tout le monde en milieu hospitalier pour ne pas se semer de la confusion et au finish de mettre tout sur le dos de l'infirmier. Exact. Alors je tiens à rappeler à nos chers amis téléspectateurs que nous étions ce matin avec l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Et pour clôturer, alors on sait que c'est la journée internationale. Hein. Quelles sont... à part justement ces émissions que vous faites, les autres actions que vous menez afin que les gens puissent aujourd'hui comprendre l'utilité et l'importance de votre profession? Merci beaucoup. Merci. Ce que nous faisons par rapport à cette année 2022, c'est une année spéciale. Une année spéciale. Les années passées, on a organisé, on fait le lancement de la journée. Et cette année, nous avions dit nous allons nous concentrer par rapport à la communication et à la sensibilisation. De lundi à vendredi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais à l'intérieur du pays, nous avions envoyé des courriers pour qu'au niveau régional, au niveau local, chacun s'organise. Au niveau de Savane, ils ont fait le dépistage, la prise en charge de la tension artérielle, le dépistage de l'hépatite. Dans chaque région s'organise pour le faire et ils le font. Et maintenant, l'hôpital propre, ce que nous faisons, donc pour cette année, c'est spécial. Mais on a laissé la charge à chaque région au niveau local d'intervenir et ils le font. Après, ils vont nous envoyer les rapports par rapport à l'activité. Donc, c'est ce que nous sommes dit. Parce que depuis des années, nous avons vu qu'il y a manquement au niveau de l'information. Il faut accentuer, il faut communiquer pour faire voir l'association, au-delà de l'association, pour faire comprendre à la population le rôle de l'infirmier et qu'est-ce que nous devons faire. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme vous avez dit au mot de fin, ce que nous, au niveau de l'association aujourd'hui, nous souhaitons, nous demandons à tout le personnel médical, je dis médical, du professeur au garde malade, que nous respections la déontologie. Le respect de la déontologie, ce n'est pas facile, malgré les moyens que l'autorité met. Donc l'autorité fait déjà d'efforts, mais il y a encore mieux à faire, de faire d'efforts. Et qui est au centre, c'est le malade qui est au centre. Ce que vous oubliez, nous sommes des malades, de potentiels malades. Il y a de cela 2 mois seulement, moi j'étais tombé malade en crise, on m'a amené au CHU campus. C'est les mêmes infirmiers qui vont me soigner. Si on m'amène ailleurs, c'est la même personne. Du coup, si je ne me porte pas bien, donc la même chose va arriver. Donc, il faudrait que nous travaillions selon la déontologie. Et en ce qui nous concerne, jusqu'au niveau périphérique, s'il vous plaît, l'humilité. Moi, je suis infirmier diplômé d'État. Soyons fiers de notre profession. La faculté est ouverte, ceux qui veulent pouvaient aller. Mais si les gens viennent, ils disent que c'est accouché, soyons fiers et travaillons selon la déontologie. Exactement. La déontologie, rien que la déontologie pour l'intérêt de nos populations. Merci et pour beaucoup. finir, nous demandons humblement à l'autorité pour régler tout ce qui est là, d'orienter l'association vers... Ce n'est pas, je ne parle pas de l'association au même moment parce que on a nos confrères sages-femmes. Ils ont déjà déposé aussi leur dossier par rapport à l'ordre. Que vraiment, parce que c'est là où, c'est les 2 corps là, surtout la profession infirmière, qu'il y a beaucoup de gangrène. Les autres corporations... Il y aura tellement de choses à dire qu'on n'en finirait pas. Hein. On espère vous retrouver très très bientôt. Merci beaucoup monsieur Até Safiou et docteur Combaté. Merci infiniment. On se programme encore un autre numéro avec vos emplois du temps chargés pour se retrouver et en parler parce que comme toujours, les téléspectateurs qui nous suivent, qui malheureusement ont eu mal à partir avec les infirmiers, ont envoyé plusieurs questions aussi. Donc on va peut-être prendre le numéro de l'association au cas où il y aurait quelque chose à dire. Tout à fait. On va laisser nos coordonnées. Et nous n'allons pas terminer l'émission sans rendre hommage à tous nos collègues qui étaient au chevet des patients Covid parce que nous étions au front. Et beaucoup de personnes ont souffert de cette maladie. Moi, personnellement, j'ai attrapé cette maladie en soignant une patiente à l'hôpital. Et donc, je voudrais dire mes encouragements. On tient bon pour qu'on puisse vraiment penser principalement aux malades parce que nous également, nous pouvons tomber malades et nous avons besoin d'assainir la profession. Pour les différents manquements que les populations sont en train de relever,
Nous sommes à pied d'œuvre et l'ordre permettrait de pouvoir assainir la corporation. Je vous dis merci. Numéro? Oui, et le numéro c'est 90 78 74 34. 90 78 74 34. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 surtout. Si donc vous savez, à Cocoto, là, quand vous tournez comme ça, à côté, il y a un infirmier qui a ouvert là-bas. Monsieur Cathy, montrez-moi. Ne montrez pas Monsieur Athé, s'il vous plaît, voilà. Et qu'il y a un infirmier qui a ouvert à côté. Et qui, non, ne montrez pas Monsieur Athé, c'est pas lui. Et qui a ouvert et qui n'est pas, voilà, il n'a pas fait ce qu'il faut pour avoir exactement le professionnalisme possible. Vous composez le 90 78 74 34. 90 78 74 34. Et puis eux, ils vont se... 24 heures sur 24, ils vont se charger de pouvoir vous aider. Merci infiniment, messieurs. Merci. Et très belle célébration quand même. Hein. Et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Allez, vous êtes invités. Ah, venez faire les piqûres. On va poursuivre cette émission, on va parler santé aussi, mais d'une manière beaucoup plus ludique. Et on va retrouver notre invité juste après ceci. Dernière, il est encore là aujourd'hui, Monsieur Abdul Khalid. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Kinésithérapeute de son état, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de ce qu'on avait annoncé la fois dernière, l'aquagym. Déjà, je vous laisse regarder Tonton Abou là-bas. Il y a Monsieur Abdul et puis il y a Monsieur Abou. Regardez la caméra là-bas. Vous allez dire bonjour à nos téléspectateurs et nous expliquer ce que c'est que l'aquagym. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vraiment merci pour cette opportunité que vous nous donnez encore de s'exprimer et d'apprendre davantage à la population comment est-ce qu'il faut bouger pour être en bonne santé. Exact. Aujourd'hui, nous allons parler du principe d'aquagym. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes ce que c'est que l'aquagym. Comme vous l'entendez déjà, le mot est composé de deux termes, aqua et gym. Okay. Du coup, aqua qui fait allusion à l'eau, tout ce qui est lié à l'eau. Maintenant, gym qui fait allusion à l'exercice physique. Ok. D'accord. Alors, je crois qu'on va déjà essayer de commencer par expliquer, avec la complicité de Monsieur Cathy, nous allons vous montrer quelques images de ce que c'est que l'aquagym, parce qu'on entend l'eau qui est l'aqua, comme vous le dites, et puis on entend, c'est pas que dès qu'il va commencer par pleuvoir là, on se met sous la pluie et on court. On va montrer quelques images tout à l'heure, mais déjà, comme vous le dites, on parle de l'eau et on parle de la gymnastique, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est ça. Lorsque nous prenons vraiment le terme aquagym, je viens de le dire, c'est la pratique de l'exercice physique dans l'eau. Ça peut être dans la piscine ou à la mer. Mais il faut... À la mer? Oui, ça peut se faire à la mer. À la mer? Oui, c'est-à-dire là où les gens ont... Bon, je vous explique en globalité. Mais nous avons la possibilité ici de faire de l'aquagym à la piscine. Ok. Vous voyez? Et au niveau de la piscine, il faut que nous soyons au niveau du petit bassin où les gens ont pied au sol pour pouvoir pratiquer de l'exercice physique. Et qu'est-ce que c'est que l'exercice physique? C'est un ensemble de mouvements corporels que nous pouvons réaliser de façon ordonnée. Bon, supposons que Naïda, moi et Semifa, on se dit on va venir voir le kiné Khalid pour un cours d'aquagym. D'accord? Bon, on entend l'eau, donc piscine. Première question, est-ce que nous devons savoir nager? Pas forcément. Pas forcément. Voilà, là on a des personnes qui sont en train de faire cours dans une piscine, hein, c'est ça? Et là, qu'est-ce qu'ils utilisent? On voit des... Ce sont des planches ou c'est ce qu'on on prend pour apprendre à nager là? Ok, mais
Vous dites qu'on ne doit pas forcément savoir nager. Savoir nager, effectivement. Est-ce qu'on y apprend à nager aussi? Oui, vous pouvez apprendre à nager après votre cours d'aquagym. Mais ici, vous allez voir que c'est rien que des personnes âgées là, sur cette image. Et vous allez voir, nous sommes des kinésithérapeutes et nous sommes en train de travailler pour que les gens puissent vraiment retrouver une bonne santé, une bonne condition physique ou bien qu'ils aient un bien-être vraiment plus global. Alors, la question est de savoir qui sont ceux qui peuvent venir. Là, vous parlez de personnes âgées, donc je laisse Naïda et Semefa, elles sont jeunes. Moi, j'ai 70 ans et donc ce sont des personnes comme moi. Bachana, ça va aller. C'est ta nièce. Ce sont des personnes comme moi qui devront venir pour pouvoir recouvrer la santé. Qui sont vos patients, enfin, vos patients ou vos clients, je ne sais pas. Déjà, l'aquagym, on peut le faire à titre préventif, c'est-à-dire pour être en bonne santé. On peut le faire lorsqu'on a une maladie comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'arthrose, le mal de dos, tout ça. Vous voyez? Vous allez vous poser la question, pourquoi on a choisi de faire de l'exercice physique dans l'eau? Parce qu'il y a des propriétés que l'eau a et qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Nous connaissons toute cette propriété de poussée d'Archimède, oui, qui fait que lorsqu'on est dans l'eau... 2 secondes. Elias, la poussée d'Archimède. Elias, qu'est-ce que la poussée d'Archimède? En fait, d'abord, c'est scientifique. C'est scientifique. C'est scientifique. Archimède. Désolé. Archimède. Oui, c'est un scientifique. Voilà, il faut donc déjà le dire aux jeunes qui nous suivent. Archimède est un scientifique. Qu'est-ce que la poussée d'Archimède? Et comment calcule-t-on la poussée d'Archimède? Oui, même les métiers, parce que tu lui poses question. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais c'est ça. Alors dis-nous, c'est quoi la poussée d'Archimède? Allez, t'es court. C'est quoi la poussée d'Archimède? Comme déjà j'ai expliqué. Tu continues, hein? Archimède étant un scientifique, en fait, il a réfléchi. L'Archimède, il s'appelle l'Archimède. L'Archimède, il a réfléchi, il a sorti la poussée d'Archimède. Kiné, on revient. Ok, donc je vous parlais tantôt de la poussée d'Archimède qui fait que dans l'eau, la pesanteur est vraiment... Ça s'annule. On ne sent plus vraiment le poids du corps dans l'eau. Oui. C'est-à-dire on est en quasi-apesanteur. Une personne qui pèse aujourd'hui 90 kg et qui rentre dans l'eau pour faire de l'aquagym, peut-être elle va peser le tiers de son poids. Vous comprenez, non? Ça serait plus facile. Et vous allez voir que nous allons utiliser maintenant cet avantage pour pouvoir traiter ou bien soigner certaines pathologies ou bien aider certaines personnes. Vous voyez, si nous prenons par exemple l'obésité, la personne ne va plus sentir le poids du corps parce que s'il faut marcher hors de l'eau, la personne sera essoufflée. Et il faut voir le poids que la personne va sentir sur les articulations, surtout au niveau des genoux. Mais dans l'eau, les genoux ne sentent rien. La personne va bouger. Mais c'est encore plus difficile quand on est dans la piscine et on veut marcher. C'est très très difficile. Bon, au début, ça peut être difficile, mais c'est très facile après. Okay. Les gens qui commencent, première séance, il y a la phobie. Les séances qui vont suivre, vous voyez que... Parce que là, je vais vous citer tout à l'heure quelques avantages, bien quelques bénéfices de pouvoir faire vraiment de l'aquagym. Premièrement, ça lutte contre le stress. Si vous travaillez toute la journée, que vous avez le poids de tout ce que vous avez fait dans la journée sur les épaules, vous rentrez dans l'eau, cette sensation de légèreté que vous avez dans l'eau fait que vous allez oublier le stress. Vous voyez, le stress part facilement. Les gens qui viennent nous voir, même qui voient des psychologues, ils sont stressés et autres. Des fois, il y a des psychologues qui les envoient vers nous. Vous voyez? Donc, il y a des techniques que nous utilisons dans l'eau. Parce que l'aquagym, ça répond à toutes les caractéristiques d'exercice physique. Que ce soit du fitness, c'est-à-dire du cardio, ou bien que ce soit des exercices de résistance, ou que ce soit des exercices... d'équilibre ou bien d'agilité, de coordination, c'est-à-dire neuromoteur. Ce qui veut dire, bon, il faut le rappeler, vous êtes kinésithérapeute. Hein, oui, donc, je suis kinésithérapeute. Il faut le rappeler. Est-ce que, par exemple, les personnes qui ont eu un AVC, on sait que les kinés les traitent aussi, et qui ont un problème de mobilité, peuvent venir suivre ces séances-là et retrouver une bonne mobilité ou alors, vous avez parlé tout à l'heure de personnes obèses. Quelles sont les autres peut-être maladies ou oui, on va dire maladies
que vous recevez? Ou alors je me lève juste, j'ai envie de me détendre et je viens. Bon, d'abord, ça peut nous pousser encore à aller un peu plus loin. Vous voyez, les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'un kinésithérapeute. Si vous avez, bon, excusez-moi, je ne dis pas vous, mais si une personne a le diabète aujourd'hui, elle pense que c'est le médicament qu'il faut prendre. Vous voyez? Or, lorsque vous avez le diabète, le premier traitement, c'est l'activité physique. Levez-vous et vous allez marcher. C'est le premier traitement. Mais si vous allez voir le médecin a l'obligation de vous montrer le bon traitement qu'il faut suivre. Il doit vous orienter vers un kiné. Parce que le principal compartiment où le sucre est digéré, c'est dans le muscle. Vous voyez? Le spécialiste du muscle, c'est le kinésithérapeute. Vous voyez? Si aujourd'hui, vous avez l'hypertension artérielle, que ce soit modérée ou bien grave, il y a toujours la part du kinésithérapeute. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est un muscle. Au fur et à mesure que vous faites de l'aquagym, on le fait avec une musique. Au fur et à mesure que la musique prend de l'ampleur, vous voyez que le cœur s'accélère légèrement et s'adapte. Vous voyez? Donc le système cardiovasculaire est vraiment irrigué. Ça permet aux artères de pouvoir se dilater et de travailler très bien. Les gens qui ont un problème de retour veineux, vous voyez, après avoir passé un temps en position assise, les pieds s'enflent et autres, vous faites de l'aquagym, vous allez voir que vous sortez en même temps, vous voyez les résultats. C'est net, le résultat est net. Vous voyez que le sang remonte vers le cœur. Donc ils auront plus ce problème de... Oui, donc au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez voir que ça corrige. Les pieds dans le fleuron vont rester assez longtemps. Effectivement. Oui, si vous avez une piscine, on va juste vous orienter. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont des mannequins et autres, ils veulent avoir une bonne silhouette, ils viennent nous voir parce que le kiné c'est le spécialiste du muscle. Il augmente la taille? Pardon? Non, il n'augmente pas la taille. Il n'augmente pas la taille. Ils font pousser les cheveux. Donc les gens viennent nous voir, surtout ceux qui ont des sensations de peau d'orange, les cellulites et autres, ils viennent nous voir, on dit allez-y faire l'aquagym. On leur montre comment faire. Donc cette résistance que les gens ont à bouger dans l'eau fait que la peau s'affine. Il faut combien de séances pour avoir un résultat et quelle est la durée d'une séance? Vous avez dit qu'on ne doit pas savoir nager forcément, donc déjà nous ça nous arrange. Tu sais nager? C'est un poisson. Je suis poisson. Alors? Durée d'une séance, c'est 45 minutes à 1 heure de temps. 45 minutes à 1 heure de temps. À 1 heure de temps. Est-ce qu'il faut, c'est vous qui produisez les outils avec lesquels on travaille? Oui, effectivement. Ok. Nous avons les planches, les frites, les haltères. Les frites? Oui. Pas les frites qu'on mange. Non, laisse. Il y a ça dans les tu connais la frite? Moi, je pense que le monsieur il a dit. Il ne faut pas confondre. Pas de frites à manger. Pas de frites à manger. Donc il y a d'autres matériels. Nous sommes en train d'évoluer aussi parce que vous voyez en Europe il y a ce qu'on appelle l'aquabike, c'est-à-dire ce sont des vélos qu'on met dans le truc. Donc nous sommes en train d'aller vers là et avoir plus de matériel pour pouvoir prendre soin de nos clients. Donc 45 minutes à 1 heure pour la séance. Combien de séances pour avoir une bonne... pour avoir un bon résultat ou pour être en pleine forme? Là, je ne peux pas vous donner une réponse vraiment très exacte parce que lorsque moi je suis kinésithérapeute, lorsque je reçois une personne qui m'a été référée par un médecin, je suis obligé de faire une évaluation. Donc nous, on ne peut pas venir juste pour venir. Il faut forcément un médecin pour... Non, je vous explique. Lorsque c'est une personne qui a un souci et qui nous a été référé par un médecin, là, le kinésithérapeute fait quoi? Il est obligé de faire une évaluation. Ouais, comme le médecin aussi fait la consultation, le kiné aussi doit faire la consultation pour voir celui-là. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il n'a pas de contre-indication? Vous voyez? Mais si c'est une personne qui veut venir faire de l'aquagym pour le plaisir ou bien pour prévenir une maladie et autres, là, il faut juste lui poser quelques questions. Est-ce que vous avez peur? Si la personne dit oui, là, c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. Parce que la piscine, là, elle est assez... Ce qu'on a vu là, la piscine, elle est assez grande. Hein? Oui, c'est l'une des piscines les plus grandes de Lomé. Ça, c'est un. Et là, toutes ces dames-là, elles ont pied ou pas? Oui, je vous assure que dans ces dames, il y a
une qui a 85 ans, vous voyez? Si aujourd'hui vous la voyez, au début elle n'arrivait même pas à tenir debout, mais si vous la voyez aujourd'hui, vous direz que c'est une jeune fille de 20 ans. C'est comme Oui. 110 ans, mais regarde. Non, je peux même vous inviter, vous allez venir les voir. Ça, c'est Les gens ont des problèmes au niveau des genoux, des arthroses et tout, mais lorsqu'ils sont dans l'eau, ils ne sentent pas en fait qu'il y a le poids du corps sur les genoux. Ce qui fait qu'ils arrivent à bouger et renforcer les quadriceps et autres. Ce qui fait que vous allez voir que ces personnes marchent après plus aisément. Okay. Et je vous ai parlé des exercices neuromoteurs, c'est-à-dire l'équilibre, l'agilité, la coordination. Les personnes qui n'arrivent même pas à tenir sur un pied, dans l'eau, nous travaillons quelques séances, vous allez voir que ces personnes arrivent à tenir. D'accord. Alors, nous parlons ce matin avec le kiné Abdul Khalid de l'Aquagym qui se pratique aujourd'hui sous nos cieux. Et comme on le dit, même si vous n'avez aucune maladie et que vous avez juste envie to shape yourself, d'être en pleine forme, d'avoir un corps encore plus bien affiné, bien musclé. Comme Elias. Maman était tentée de donner mon nom depuis le L'Archimède, il est de quelle nationalité? Poussé par Elias. Eh bien, il vous suffit tout simplement de pouvoir contacter le kiné Abdul Khalid et de vous inscrire. Il vous dira quel est le nombre de séances dont vous avez besoin déjà. Mais nous, on va y aller. Hein. On va faire un jet testé. D'accord. On va venir, on va le faire. Ouais, on va faire un jet testé. Mais on n'est pas obligé d'être en maillot de bain. En pantalon dans l'eau. S'il faut avoir un maillot, il faut forcément avoir un maillot. Tu peux rentrer totalement habillé. Ah ouais, c'est possible aussi. Bien sapé, non. Il faut forcément un maillot. Un maillot de bain. Un bon maillot qui couvre bien le corps. Un maillot, que ce soit en nylon, pas en coton. Ah, vous avez ce genre d'exigence aussi? Oui, d'exigence. Il faut qu'on exige. Parce que le coton a tendance à ramasser tout ce qui n'est pas bien. Ouais, ramasser. Donc un maillot en nylon et puis c'est tout. On vient faire, on est dans la période pluvieuse. On fait ça sous la pluie aussi? Pas sous la pluie. Même si on non, pas qu'il pleut et puis nous allons faire la pub. Nous allons faire comment dire? Nous allons faire. Donc il pleut, je sors tout seul. C'est que si, et puis tu fais aquagym. On peut quand même entrer dans la piscine et travailler sous la pluie. Non, moi personnellement je ne conseille pas ça. Okay. Des fois quand je suis en train de faire même la séance et la pluie s'annonce, j'arrête la séance. Parce qu'on a parlé du poussé d'Archimède, on peut encore parler d'autres savants et autres. Ceux qui connaissent l'électricité, lorsqu'il y a des éclats, ça peut rentrer dans l'eau et puis les gens peuvent être... Et là, c'est... le jour il pleut, on m'envoie Elias. Moi, je ne suis pas un pluie. Moi, j'aime la pluie. Tu n'es pas un pluie. Un pluie. Et on peut avancer. Ok. C'est bon, voilà, il a lancé la bouche. Alors, on le dit, pour pratiquer l'aquagym et ses bienfaits, on en a parlé ce matin avec le kiné Abdul Khalid. Et il faut comprendre aussi que on ne peut pas faire de publicité. Donc, on ne va pas dire là où vous le faites, là où vous le pratiquez, d'accord? Mais par contre, le numéro de téléphone, oui, ça, on va le laisser afin que tous ceux qui nous suivent présentement et qui ont envie de s'y essayer puissent vous appeler et venir essayer. Et on va le retrouver encore parce qu'il y a encore plusieurs choses à dire sur l'aquagym. Hein. On va encore le retrouver sur le plateau pour pouvoir terminer la phase 2. Mais ce sera après que Naïda et moi et Semefa, on soit venus tester. Comme ça, quand vous serez rentrés... Toi, tu rentres dans une piscine, je ne rentre pas. Hein. Alors, ça sera après que nous soyons venus... après que nous soyons venus tester. Et comme ça, pendant que vous serez en train de faire votre développement, nous, on pourra dire ce qu'on a ressenti, comment est-ce qu'on l'a vécu. Et on va témoigner. Vous êtes d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Super. Numéro de téléphone? Le 91 29 42 22. Le 91 29 42 22. 91 29 42 22. C'est le numéro, j'allais dire psychologue Safi Mops, du kiné Abdul Khalid pour l'aquagym. Vous appelez et puis il vous dira quelles sont les prérogatives pour pouvoir participer aux séances. Et nous, on reviendra pour pouvoir témoigner très très bientôt. Kiné Abdul, merci infiniment. Merci.
Ok. On va poursuivre cette émission et nous allons retrouver Elias et ses invités. Félix le disait, hein, un débat qui se prépare pour vous sur le plateau. On va parler de propriété intellectuelle phase 2. C'est parti. On est de retour. On va parler avec Elias Archimède et ses invités. Qui est en hologramme et qui ne l'est pas, monsieur Elias? Oui, moi, rebonjour. Rebonjour. C'est vrai que tu m'as laissé sur mot. Tu l'as laissé, il est sur sa femme. Avec gramme. Avec gramme. Kilogramme. Et le griffe. Kilogramme. Télégramme. Instagram. Laisse-moi avec mes invités. Alors, on va donc, comme tu le disais, aller à la deuxième partie de ce thème si intéressant, la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on va plus faire le zoom sur, l'ère du numérique et les droits d'auteur. On se pose une question. Aujourd'hui, on parle de droits d'auteur, on parle en même temps du numérique. Quel est l'intérêt que tirent les artistes aujourd'hui et quelle est la place du numérique dans tout ce système-là, si je peux me permettre cette expression. Alors, pour en parler, nous avons encore avec nous Madame Jobbod, Lucie, qui nous fait le plaisir. Un gros plaisir, hein. C'est mon kiff de cette année. C'est ça. Ok, bonjour Madame. Bonjour. Merci encore une fois d'honorer l'invitation. Alors, juste à côté de Madame, nous avons, lui c'est le juriste, c'est lui qui s'occupe des affaires juridiques au Butodra. J'ai nommé Monsieur Kanya Fousseni Aribia. Oui, c'est bien ça. Un prénom que j'affectionne particulièrement. Comment? Aribiao. C'est vrai que moi j'ai de la peine à prononcer mon prénom. Quand je le prononce, je ne suis pas très bien à l'aise, mais c'est quand l'autre m'appelle que je suis à l'aise. Parce que quand je dis Arimiao, je trouve ça un peu long. Mais c'est intéressant. Hein? Ouais, c'est très doux d'ailleurs. C'est pour ça que les proches m'appellent Ari. Voilà, on dit Ari, ou d'autres disent Arimi. Bon, ça me va comme ça. Ça ramène un peu à indien en fait, Ari. Voilà. Alors aussi avec nous, nous avons Monsieur Rich Edem. Il est le président de l'UCET et il est artiste-chanteur. Oui. Il est riche. Membre du conseil d'administration aussi, au Butodra. Okay. Voilà. Voilà. Et juste derrière, j'ai Aristide Agblé, un micro pour... Voilà. Aristide Agblé, voilà, qui est community manager. Bonjour Elias. Et pas que. On en parle ou on l'a pas après? Il faut vous dire après. Alors juste aussi derrière Madame, un micro pour eux, si on peut aller rapidement. Voilà. Nous avons Monsieur Horacio Zognan. Oui, Horacio Zognan. Qui est président de l'association et qui est artiste danseur d'ailleurs. Oui. Danseur? Oui. Danse classique? Tous les types de danse. Tous les types de danse, d'accord. Des artistes danseurs. Oui. Et chanteur, vous êtes des chanteurs du gospel urbain. Gospel urbain, hein? Ah ouais. Il est dans l'urbain, ce qui veut dire qu'il y a du rap, il y a tout ce qui... Ok, d'accord. Et juste à ses côtés, nous avons Monsieur Joël Diagbavi, que je résume en réalisateur. Je ne sais pas si c'est un bon résumé. Oui, c'est un bon résumé. Bonjour. 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 Alors le thème, comme je l'ai annoncé, c'est la place des droits d'auteur aujourd'hui à l'ère du numérique. Monsieur Arimi. Oui, allez-y. Alors dites-nous concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de droits d'auteur à cette ère du numérique? Merci. Comme vous avez déjà dit que Madame Jobbod a été déjà votre invitée, ça veut dire qu'on va devoir se passer de la définition du droit d'auteur, même si c'est important de rappeler, parce que le droit d'auteur, il y a deux syllabes, il y a le droit
et il y a l'auteur. Donc le droit, tout le monde sait ce que c'est qu'un droit, c'est une prérogative, c'est une force que la loi donne à une personne. Maintenant, sur une œuvre que la personne a créée, celui qu'on appelle l'auteur, c'est celui qui a créé une œuvre. Vous aviez parlé dans l'entame, vous avez parlé de propriété intellectuelle. Ça veut dire que comparativement à une propriété immobilière où on a un droit sur un objet, ici on parle de la propriété sur quelque chose qui n'est pas tangible, ce qui vient de l'esprit. Donc pourquoi parler de droit d'auteur à l'ère du numérique? C'est parce que le numérique, c'est devenu une autoroute. C'est devenu un moyen par excellence de l'utilisation ou de l'exploitation des œuvres. Et nous allons rappeler quand même que dans les passés lointains, on utilisait les œuvres sur des supports comme les disques. Les disques ont évolué vers les cassettes. Des cassettes, on est allé vers les CD. Maintenant, les CD sont en voie de disparition. Nous sommes allés vers les clés USB qui aussi sont déjà dépassées. Aujourd'hui, c'est sur d'autres outils qu'on utilise les œuvres. Et sur les portables, sur les ordinateurs, sur beaucoup d'autres choses, sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, en matière de droit d'auteur, que le mode d'exploitation évolue, à chaque fois, le droit cherche à s'adapter. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est même impérieux de parler de droit d'auteur à l'ère du numérique. Autrement, les auteurs seront totalement dépouillés de leurs droits. Alors, Monsieur Rich Edem, comment vous vous en sortez concrètement? Bon, merci beaucoup. La numérisation, c'est le fait d'informatiser les informations d'une société. Donc, sur ce point, au niveau du Butodrant, je pense que nous sommes déjà en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Ils sont déjà à un niveau top de l'informatisation. Il y a les YouTube qui payent, qui rémunèrent les artistes. Alors qu'au Togo, ce n'est pas le cas. Donc sur ce plan, nous sommes un peu en retard. Et je pense que nous allons implorer la clémence des autorités, du chef de l'État, à voter nos lois, des lois, puisque c'est des tests qui permettent vraiment à ces réseaux de rémunérer les artistes. Donc le Butodrant va fonctionner sur des tests pour pouvoir aller vers ces prestataires de services en ligne pour pouvoir bien rémunérer ces artistes. Oui, c'est ce que je pense sur la numérisation. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a aussi un autre aspect à voir, même au niveau du fonctionnement du Butodrant. Oui, c'est parce que je voudrais parler un peu du fonctionnement du Butodrant. Le Butodrant fonctionne, par exemple, je donne un exemple, le Butodrant prend plus de 70% des recettes qu'il collecte auprès des usagers. Des recettes qui devaient être reversées aux artistes. Le Butodrant, le fonctionnement utilise jusqu'à 70 à 75%, voire 80%. Et les quelques 20 ou moins de 20% même sont redistribués aux artistes. Donc, ce système de fonctionnement fait que l'artiste togolais ne peut jamais vivre de son art. Donc, oui, je le dis. Okay. Alors, on va arrêter là et on va laisser madame répondre. Je vais terminer. Non, attendez. D'accord. On va revenir. Madame le répondre, je pense quand même que nous n'allons pas dévier du thème de notre débat, même si et ça peut venir en divers. Nous parlons du numérique. Et je ne vois pas. Nous parlons de comment jouir. Il ne faut pas oublier le thème, même s'il n'est pas à l'écran, on va le rappeler. Comment jouir de son droit d'auteur à l'ère du numérique. Donc oui. Ce qu'il dit, ça rentre exactement aussi dans le... Oui, dans le ça rentrerait parfaitement s'il rappelait l'outil, s'il pouvait faire le lien entre l'outil de collecte, l'outil de répartition,
en fonction du numérique. Mais lorsque, par exemple, on prend le résultat... Vous parlez par rapport comme le dit M. Harry, oui, est-ce que c'est par rapport à l'ère du numérique que vous le dites? Oui, je parle par rapport à l'ère du numérique, puisque la numérisation va permettre vraiment une grande entrée au niveau du Butodra pour pouvoir redistribuer aux artistes. Maintenant, si le fonctionnement même utilise 70 à 80% et que c'est 20% ou bien 15% seulement qui est redistribué aux artistes, même si nous attendons un sommet de la numérisation où il y a la loi de la copie privée qui génère beaucoup de revenus, vous voyez que l'institution prend 80%, 70 à 80% et c'est les 15% ou bien 20% qui sont redistribués aux artistes. Là, le problème toujours va exister. Mais est-ce que, je peux intervenir? Je pense quand même que... là, oui, parce que vous savez, nous sommes obligés de faire un peu l'historique du bureau. Pas l'historique, dire comment fonctionne le bureau. Le bureau, c'est un établissement public autonome. C'est-à-dire que nous percevons les redevances et nous devons, pour le fonctionnement, vivre sur les retenues. Et ce que nous repartissons, c'est lorsque nous prélevons les frais de fonctionnement et que nous repartissons le reste aux auteurs. Maintenant, une institution autonome doit pouvoir bénéficier suffisamment, parce que c'est un établissement public, du soutien de l'État. En quelque sorte, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque les frais de fonctionnement ne sont pas trop lourds à supporter, la marge qui doit être répartie aux auteurs sera importante. Mais quand lui dit que même si nous avons plusieurs autres... si on agrandit même l'assiette de perception, c'est-à-dire si aujourd'hui on fait la copie privée, que nous allons toujours prendre 70 à 80%, ce n'est pas exact. Alors, parce que si nous avons 1 milliard, les frais de fonctionnement ne vont pas aller 70% de 1 milliard. Vous comprenez? C'est-à-dire que si nous avons peu, si nous collectons peu, les charges étant fixes, le reste à répartir est inférieur. Je pensais plutôt qu'ils nous disent, grâce au numérique, nous allons faire beaucoup plus d'entrées et que les charges supportées par le Butodra seront quand même allégées. Le pourcentage, nous le disons, on a souvent un débat entre eux. Ce n'est pas le pourcentage qui est un problème. Okay, c'est la recette qui est un problème. Naïda? Oui, moi ce que j'aimerais dire et savoir, c'est que même en matière de plateforme numérique, il y a un pourcentage. L'artiste ne perçoit jamais toute la recette en fait de YouTube, que ce soit iTunes, quelquefois toi tu as 5%. Et tous ceux qui sont intervenus prennent leur argent et il ne reste pas grand-chose. Moi j'aimerais savoir, est-ce que le problème ne se situe pas ailleurs? Parce que malgré tout ce qu'on prélève, il y a des artistes qui s'en sortent. Est-ce que le problème n'est pas plutôt, avec le digital qu'on a aujourd'hui, de pouvoir propulser l'artiste plus loin afin que les recettes soient beaucoup plus nombreuses et qu'après ces partages, quand même, ils puissent en vivre. Parce que si on prend les artistes qui en vivent, eux aussi sont victimes de ça. Certains sont sous des maisons de production, peut-être ils ont 5%. Parce que quand tu t'approches d'une maison de distribution, de production, on te dit, il y a plusieurs types de contrats, il y a 95, 5%. Nous on fait tout, toi tu n'as que 5%. Donc, c'est là que ma question vient. Est-ce que ce n'est pas plutôt que l'artiste utilise le digital aujourd'hui pour se propulser et permettre que ses recettes quand même soient assez supérieures pour qu'après tout ça, disons la vérité, aucun artiste ne prend 100% de ce qu'il génère, qu'il puisse quand même avoir une part. Madame Diogo? Merci à Naïda qui a essayé un peu de recadrer le débat. Par rapport au digital ou au numérique dont nous parlons, il faut aussi reconnaître que quand on met une œuvre sur YouTube par exemple, vous pouvez avoir des millions de vues. Mais en fait, pour que ça vous génère un revenu, il faut que l'utilisateur puisse écouter. Par exemple, si la musique fait 3 minutes, il faut que la personne écoute ça de moitié pour que ça puisse générer un revenu. Vous ne venez pas cliquer sur le morceau, sur la chanson de quelqu'un, vous l'écoutez juste 5 secondes si le morceau fait 3 minutes pour prétendre avoir un revenu derrière.
Donc, en fait, c'est des informations que nous devons avoir pour pouvoir s'attendre à avoir beaucoup de revenus, en fait. Il faut pouvoir s'informer avant de faire des conclusions, en fait. Donc, si je touche une chanson et... Ça ne générera rien à l'artiste. Alors, on va aller avec un artiste juste derrière vous. On sait quand même que vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui pour la promotion. Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux et quelle est la crainte derrière? Parce qu'on sait qu'en termes de droit d'auteur, ça craint un peu, Monsieur Horacio. Oui, déjà, je vais dire que on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour promouvoir nos œuvres et tout, parce que c'est le grand portail aujourd'hui sur le monde et c'est le moyen le plus facile pour nous de pouvoir nous faire connaître et d'avoir plus de visibilité auprès de la population nationale comme internationale. Donc déjà, mais à part ça, il y avait aussi cette crainte-là qu'on avait par rapport au Butodra qui, comme Monsieur Rich était en train de le dire, prélevait déjà beaucoup de tout ce que nous pouvons générer à travers nos œuvres et tout. Et il y a cette peur qui fait que on se demande s'il faut vraiment être là-bas pour ne rien avoir et tout. Mais quand même, du jour d'aujourd'hui, je vois que même déjà, on n'a pas encore la possibilité au Togo de percevoir des choses sur... de l'argent sur ce que nous publions, mais je pense que pour le moment, ce que nous faisons, c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité, d'avoir de la notoriété, de se faire connaître à l'international ou un peu partout. On ne pense pas trop aux gains. C'est pas qu'on ne pense pas aux gains. Mais vous n'avez pas la latitude de profiter de ce que vous mettez présentement sur... parce que j'ai l'impression qu'il y a... Encore opérationnel. Oui, c'est ce que je veux dire, ce n'est pas encore opérationnel. Nous sommes sortis d'une table ronde. Le Butodra a organisé une table ronde avec, en tout cas le ministère, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et cette thématique a été débattue. Contrairement à certains pays comme au Ghana, où ces plateformes des GAFAM génèrent des revenus aux artistes, à notre niveau, ce n'est pas encore opérationnel. La question a été posée. Ce n'est pas forcément une question de loi, comme le disait M. Richeden. C'est des commerciaux. Il faut quand même qu'on fasse un lobby. C'est vrai que c'est les autorités qui vont faire un lobby pour pouvoir avoir des accords, parce qu'il faut des accords de haut niveau avec ces entités. C'est lorsqu'on a des accords que les titulaires de droit sur le territoire togolais peuvent en bénéficier. Et donc, c'est sur ce plan que je le voyais venir quand il parlait de mettre en place des dispositions légales, législatives pour pouvoir favoriser la jouissance des droits aux titulaires de droit. Maintenant, il y a quelque chose aussi qu'il faut sortir de la tête des artistes togolais qui pensent que quand on dit droit d'auteur, c'est de ça seul que l'artiste doit vivre. Il y a le droit d'auteur et il y a les droits d'auteur. Le droit d'auteur, c'est ce que le Butodra perçoit et reverse aux titulaires de droit. Mais il y a d'autres droits. Il y a les droits des spectacles, il y a les droits de vente de leurs œuvres. Mais les artistes togolais pensent qu'il faut seulement créer une œuvre, aller déposer au Butodra, on dort et on doit avoir des millions. Quand on dit sur le plan international qu'un artiste tel a perçu cette année 1 million d'euros, ce n'est pas seulement ce que son droit d'auteur lui a versé. Alors, je voudrais quand même... on parle de la propriété intellectuelle et cela ne concerne pas que les artistes. Il y a les écrivains, il y a les réalisateurs de films, il y a plein de... Alors, est-ce que c'est la même chose pour tous? Parce que là, on n'a que des artistes qui sont représentés sur le plateau. C'est la même chose, parce que le Butodra étant... Bon, ok, laissez la priorité à... Alors, oui, je pense, bon, je parlerai d'abord de la littérature. Par rapport à la littérature, je dirais que peut-être M. Arimiao pourrait confirmer, c'est aussi un problème, tout comme au niveau de la musique, hein, surtout chez nous ici. Dans un premier temps, je pense que je ferai une parenthèse pour dire que si vous n'avez rien à vendre ou bien si vous ne savez pas ce que vous voulez vendre, même si on vous donne la meilleure place au marché,
bon, ça ne vous servira à rien en réalité. Alors, je pense qu'il y a déjà un problème de professionnalisation et de projection ou de vision au niveau des créateurs ou au niveau des auteurs. Comme le disait M. Harimer tout à l'heure, on ne crée pas pour aller juste déposer au butodaire et puis s'attendre à ce que ça vous génère de l'argent. Ça ne viendra jamais en fait. Donc, parce que nous sommes engagés dans un modèle de société qui nous dépasse en réalité. Et on est obligé de courir après à chaque fois. Donc du coup, je pense que comme au niveau de la littérature et au niveau de la musique, il y a vraiment du travail à faire. Alors au niveau de la réalisation, je dirais que c'est maintenant que ça commence par venir. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a presque rien. Donc c'est maintenant que ça commence par venir. Et au niveau même des films, il n'y a que 3 auteurs. Le test, donc l'auteur du test, celui qui crée la musique du film et puis le réalisateur. Tous les autres, ils ne sont pas des auteurs, donc ils ne perçoivent pas de droit. Donc mais il n'y a pas de plateforme à proprement. Je fais une précision. Oui, avant, s'il vous plaît, oui. Bonjour encore. En fait, mon inquiétude se trouve... c'est comme si nous manquons des informations, nous les artistes, en tant qu'artistes et acteurs, du côté du butorat. Monsieur vient de dire qu'il y a le droit d'auteur et les droits d'auteur. Sincèrement parlant, il y a des artistes qui ne savent pas même qu'il y a des droits d'auteur. Maintenant, je crois que ça ne serait pas bien de faire des formations, appeler ces artistes et les former, les donner ces informations. Ok, ils viennent pas. Maintenant aussi, il y a aussi un couloir. Aujourd'hui, la digitalisation, la numérisation nous donne la facilité des choses. Pourquoi pas? Parce que moi, je suis un community manager. Community manager, ça veut dire quoi? Parce qu'avec vos expressions... Manager, en fait, je ne connais pas. Mais nous aussi, nous rentrons dans... Expliquez-moi un peu clairement. En fait, c'est nous qui faisons les créations de contenu. C'est nous qui faisons les créations de pages, la gestion, même pour des plans de communication. Sur le numérique. C'est eux qui vivent du numérique. Voilà, sur le numérique. J'entends souvent cette expression. Je n'ai jamais été curieux. Mais c'est nous qui aidons souvent les artistes à... Ah, d'accord. Merci. Parce que à mon niveau, humblement, à mon niveau personnel, des informations sur que le butodat doit donner, s'il pouvait numériser ces informations-là sur le digital, soit avoir un site. Bon, je ne sais pas si le butodat a un site. Et maintenant, oui, je refuse pas. Un site, on a créé le site. Mais est-ce qu'il y a une communication autour de ce site pour faire savoir au fait... Excuse-moi, Aristide, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais je crois qu'en tant qu'artiste aussi, on a un devoir de s'informer sur sa profession. Oui. Et comme tu le dis, beaucoup ne le font pas. Voilà. C'est pourquoi moi je dis, il y a l'entité qui est là, le butodat, qui crée un site qui envoie des informations. Mais est-ce qu'il y a un suivi, une communication autour? Madame Diogo. Oui, en fait, il y a des informations. Le site est là depuis très longtemps déjà. Et la majorité prennent les infos sur le site ou à défaut ils appellent. Quand vous n'avez pas le site, le site est bien là. Et donc, pour venir s'enregistrer au butodat, vous avez la possibilité à travers ce site de télécharger les formulaires d'inscription, de les remplir chez vous et de venir les déposer. Parce que moi, humblement, je crois que les artistes manquent de ces informations. Alors, Monsieur Richelet. Oui, je voudrais apporter une précision par rapport au fait que les artistes s'en vont déposer des œuvres au niveau de butodat et pas pour dormir. Je voudrais dire que ce n'est pas tous les artistes qui sont dans ce cas. Certes, il y en a des gens qui créent des œuvres et s'en vont déposer, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des artistes au Togo, beaucoup d'artistes au Togo qui travaillent, qui bougent. Donc on ne peut pas ramasser tout le monde dans cette même assiette. Et les mettre tous dans un même panier. Non. Donc il y a des gens, oui, laissez-moi terminer. Il y a des artistes qui font vraiment, qui bougent vraiment dans leur carrière au Togo ici. Et ces artistes doivent être rémunérés normalement comme cela se doit. C'est pas parce que nous avons des relations avec nos artistes des autres pays de la sous-région
qui reçoivent les droits que leur bureau de droit d'auteur leur paie seulement suffisent pour eux de réaliser beaucoup de choses. Comme monsieur le directeur vient de le dire, qu'il y a d'autres droits, certes il y a d'autres droits, mais pour le moment le droit d'auteur de notre pays doit être capable de nous nourrir. Avant de penser à ajouter d'autres droits, c'est la précision que je voudrais faire. Intervenir. En fait, ce n'est pas... C'est vrai que c'est un débat, hein, mais ce n'est pas un débat entre M. Richeden et moi. En tant que membre du conseil d'administration, je m'attendais à toute autre chose. Parce que pourquoi? Il sait pourquoi le Bitodra va jusqu'à prélever jusqu'à 60% des charges pour le fonctionnement. Il ne dit pas aussi que ce que nous percevons est illégal ou aussi n'est pas utilisé. Mais quand il prend l'exemple des pays à côté, les bureaux de ces pays sont subventionnés à hauteur de centaines de millions. Voilà. C'est de ça qu'il faut y aller. Le Bitodra ploie sur les charges alors que c'est un établissement public. Je ne veux pas dévancer les recommandations de la table ronde. Lorsque nos collègues, quand je dis nos collègues, lorsque le Buruda, on peut compter des centaines de millions pour sa subvention. La subvention de l'État pour son fonctionnement. Je rappelle que le DG du Buruda, la voiture de commandement du DG du Buruda est octroyée par le garage central. Mais nous devons acheter la voiture du DG du Bitodra. Lorsque certaines charges d'investissement sont supportées par la subvention, nous sommes obligés de toucher les recettes que nous prenons. Comment voulez-vous qu'on puisse... ou alors, il n'y a pas de fonctionnement. Nous avons une subvention de 10 millions par an. Pendant qu'au Bénin, ils sont à plus de 70 millions. Lorsque j'avais dit que ce n'est pas des comparaisons comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, si vous voulez comparer ce que les Béninois prennent, est-ce qu'on peut comparer même nos salaires? Alors, il nous reste en fonction 2 minutes, s'il vous des plaît. difficultés. Lui, il doit normalement dire, nous devons attirer l'attention de l'État pour soutenir le Bitodra afin que nos recettes... Mais il fallait commencer par là. On n'a pas 3 heures de temps ici quand même. Il faut commencer par le plus important. On va aller avec les derniers mots. Rapidement, oui. Oui, le temps est déjà passé. Moi, je voudrais plutôt, comme on le dit, parce que les problèmes sont là, et je crois que les problèmes sont là, ils ont déjà été identifiés. Quelles sont les solutions qui sont en voie? On va clôturer avec ça. En fait, il y a déjà le texte de loi qui régit le Bitodra qui est dépassé et qui est en cours de révision. Donc, il faut faire passer ce texte de loi-là à l'Assemblée déjà. Ça va être fait dans les tout prochains jours, si je peux m'exprimer ainsi. On croise les doigts pour que ça se fasse assez rapidement pour actualiser cette loi-là, aller sur la loi sur la copie privée et tout ça. Donc, il faut déjà que les textes de loi suivent. Et ensuite, ça va essayer de résoudre la majorité des problèmes que nous avons. D'accord. Alors, ce matin, c'est toujours houleux. La première fois, c'était pareil. La seconde fois, la troisième fois, là, on va retirer les t-shirts et puis on va faire voilà. Joie approche. C'est encore mieux. Il y aura encore beaucoup de questions. On va encore reprogrammer. Ça, c'est la fin de l'émission. Merci infiniment. Monsieur Katia a beaucoup souffert aujourd'hui, mais quand même, on vous tire chapeau. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci surtout à tous nos invités. Et merci également à vous, très chers amis téléspectateurs. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la TVT. Et bye bye. C'est fini. Battons-nous. C'est fini. Nya de la signe ma glonda au coconnier et nya do covion envoie gagé allez si ole namda fevede ni mate bon en haut de au gale l'homme c'est sende clé du blibo au gale film de long vivivo type ma hosebe qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit au conte de fées. À moi, ça fout la trouille. Qu'est-ce qui
qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et tout dinam, les témoigner l'oloana. Et les compotés cordiales, et comme attention totale, les sonas. Dès qu'elle me bonjour mon amour, midi mais je t'apporte quoi manger. Et sommet, après dîner, tête à tête, je suis comblé. Type ma hausse et bé. Y'a rappel en loin, pelé, comme tibé, nato nambé. Dès que t'as moulé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Oh bâtard. Patata. Tu m'as promis que je serais roi. Tu m'as dit d'avoir la foi, de n'avoir Dieu que pour toi, même si je ne vois que le noir. Je passe des nuits blanches à te demander pourquoi si, pourquoi ça. Tu me réponds de ne pas m'inquiéter, car insondables sont tes voies. Tu ne fais que me guider sur le chemin. Je n'ai pas besoin de forcer le destin. Tant que je marche avec toi, je suis serein. Je persévère pour un meilleur lendemain. Et je sais que papa me regarde de là-bas, très fier de moi. Et que maman te prie pour moi. Merci d'avoir béni ma voix. Tu as fait de moi un roi